à tous, bienvenue dans ce White Talk consacré à la cybersécurité. Dans un premier temps, nous allons parler d'un sujet d'actualité, le ransomware, avec deux experts de chez Advance qui sont à mes côtés en plateau. Bonjour à tous les deux, Sébastien Francillon et Rémi Martin. On a choisi ensuite d'ouvrir la focale sur l'alternance, les métiers, la pédagogie et aussi les femmes. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure on vous mettra des étoiles dans les yeux. C'est notre credo aussi à Innov. On a décidé que les demoiselles, les dames devaient investir les filières tech. On aura l'occasion d'en reparler. Pour parler donc de pédagogie, qui mieux que Thierry Meyer, qui sera avec nous dans le deuxième plateau, qui est consultant en cybersécurité depuis une quinzaine d'années, qui est administrateur au CLUSIR et responsable du master cybersécurité. Il sera accompagné d'Étienne Ceylan, alternant chez VP et également en master à Innov. Alors Innov, c'est à Bordeaux que ça se passe aujourd'hui, Bordeaux Innov Campus, mais ça pourrait être dans n'importe lequel des 9 autres campus, puisque il y a des masters cybersécurité dans tous ces campus, alors que ce soit à Toulouse, que ce soit à Lyon, à Marseille, à Aix, à Casablanca. Bref, il y a tout un réseau et un écosystème porté, soutenu avec des partenaires robustes qui nous accompagnent notamment pour nos alternants, pour les accueillir en stage et en apprentissage. Voilà. Nous aurons également de nombreux témoignages vidéo et de reportages durant cette émission et on compte évidemment sur vos questions parce que je ne doute pas que vous en aurez à l'issue et pendant la conversation que nous allons avoir tout de suite. Alors c'est parti pour une heure environ, ça dépendra de vos questions, de l'intensité des échanges. Et ma première question, elle est pour vous, Sébastien. Vous êtes responsable des activités Bureau Sud-Ouest chez Advance depuis 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter Advance, qui est un acteur majeur de la cybersécurité, et puis en quoi consiste votre fonction ? Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Advance, effectivement, est un spécialiste de la cybersécurité qui existe depuis 21 ans, qui a été fondé à Lille et qui est présent aujourd'hui dans 7 villes en France, qui correspondent à peu près d'ailleurs au campus d'Innov, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Paris, à Lille. On emploie aujourd'hui plus de 250 experts en cybersécurité qui interviennent donc sur toutes les problématiques de cybersécurité, que ce soit en conseil, en audit, en intégration et aussi en services opérés autour du SOC, notamment les centres opérationnels de sécurité. Voilà, donc on est content d'évoquer le sujet de la cybersécurité, des ransomware aujourd'hui avec vous. Nous, on est content de vous accueillir parce que, en plus, j'ai oublié de préciser que Advance est également un partenaire d'Innov qui participe à des cours, mais également au comité scientifique qui est l'instance en fait qui nous permet de chahuter un petit peu nos programmes pour les mettre en adéquation avec les besoins du marché. Donc, merci aussi pour ça. Rémi Martin, vous êtes, on va dire, c'est pas le méchant, mais vous êtes un peu le hacker de chez Advance. C'est ça, en fait, je suis pentester, donc je fais des audits de sécurité. Donc en fait, mon travail, ça consiste à chercher des vulnérabilités, à les exploiter, à expliquer aux clients comment je fais rentrer, qu'est-ce que j'ai découvert et comment ils pourraient ne pas se faire avoir par quelqu'un de malveillant. Sébastien, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'évoquer, enfin tous les deux d'ailleurs, cette thématique du ransomware ? C'est vrai qu'on en entend pas mal parler dans l'actualité, mais l'importance du sujet, si on peut résumer en quelques mots. Alors, pour parler de cybersécurité, c'est vrai qu'on aurait pu choisir différents angles, parce que c'est un sujet d'actualité fort pour les entreprises, les organisations publiques, l'ensemble des citoyens. Ça devient un sujet central. Les menaces augmentent, explosent, et on fait face effectivement à de nouveaux types d'attaques et de mise en danger des organisations, comme les ransomware ou rançongiciels en français, qui consistent donc à bloquer le système d'information d'une organisation et de lui demander une rançon pour débloquer le système et qu'elle puisse récupérer ses données. Et en fait, c'est véritablement une explosion de ces phénomènes depuis quelques années. On reviendra un petit peu sur l'histoire des ransomware et des cyberattaques. Ils sont là depuis quelques années, mais depuis 2 ou 3 ans, on fait face à
voilà, une explosion du nombre de ransomware, de leur complexité et des cibles qu'elles touchent aujourd'hui qui sont vraiment multiples et variées en termes de taille, de secteur d'activité, de métier. Tout le monde est touché aujourd'hui par le phénomène. Chaque jour, on entend une nouvelle histoire d'un hôpital, d'une mairie, d'une organisation privée qui se fait toucher par un ransomware. Du coup, on pensait avec Rémi que c'était un bon angle pour à la fois sensibiliser sur les risques et puis donner peut-être quelques conseils pour s'en protéger et réagir après une attaque. En effet. Donc, on fera ça tout à l'heure à travers, on va dire, un cas d'école évidemment anonymé, donc un vrai client. Et Rémi nous expliquera, enfin vous expliquera, vous pourrez poser toutes les questions techniques qui pourraient vous chatouiller. D'un point de vue, on va dire, fonctionnel, puisque vous avez évoqué la question de l'historique du ransomware, mais alors d'un point de vue fonctionnel, comment est-ce qu'on peut définir le ransomware ? Alors, je laisserai Rémi définir les aspects les plus techniques de la question, mais d'un point de vue fonctionnel, un ransomware, c'est quoi? C'est des hackers, donc une organisation, on y reviendra, voilà, plus ou moins outillée et organisée, donc qui va cibler une organisation, donc une entreprise privée ou publique, envoyer un mail avec une pièce jointe ou un lien frauduleux sur lequel l'utilisateur va cliquer. S'il n'est pas assez donc averti du sujet. Et l'activation en fait de cette pièce jointe ou de cette URL va bloquer le poste et se propager sur l'ensemble du système d'information. Donc on ne peut plus rien faire quand on est victime de ce type d'attaque. Et alors il y a des conseils qu'on pourra vous donner pour isoler une attaque et faire en sorte qu'elle ne se répande pas trop vite sur le système d'information, parce que c'est comme ça que fonctionne un ransomware. C'est un poste, puis les autres qui sont connectés au système d'information, jusqu'aux terminaux mobiles, au site web. Enfin voilà, tout le système d'information peut être touché. Et du coup, ce sont des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées aujourd'hui, qui touchent toutes les organisations. Et si les utilisateurs ne sont pas sensibilisés à la question, eh bien, naturellement, ils vont cliquer sur une pièce jointe ou une URL, surtout si l'attaque est bien maquillée et préparée avec une fausse identité, donc de l'usurpation d'identité potentiellement, un logo de l'entreprise ou d'un partenaire. Et voilà, c'est véritablement le fait de piéger un utilisateur et qui va, voilà, contre son gré, répandre le virus sur l'ensemble du SI. Et pourquoi en ce moment particulièrement? Pourquoi est-ce que ça se développe plus maintenant qu'on va dire qu'il y a 3 ans? Ça fait à peu près, on va dire 3 ans qu'on en parle beaucoup, que c'est à la mode, c'est pas le bon terme, mais peut-être que aussi le confinement, le télétravail, ça fait partie des facteurs aggravants? On voit depuis quelques semaines, notamment depuis le début de l'année 2021, suite aux différentes vagues de confinement, les entreprises ont permis une ouverture de leur réseau en fait, et de leur système d'information pour que leurs salariés puissent continuer à travailler de chez eux. Et en fait, les mesures de sécurité n'ont pas forcément été mises en place à cause de ces ouvertures rapides du système d'information. Et donc, on imagine, on sait que les attaquants, les hackers, ont profité de ces portes nombreuses ouvertes pour attaquer des organisations dont ils savaient qu'elles n'étaient voilà, pas forcément outillées et matures sur le sujet. On pense voilà, aux histoires qui ont lieu ces derniers temps dans les hôpitaux, dans les mairies, qui ont fait grand bruit, surtout en cette période sanitaire compliquée. Voilà, les hackers n'ont aucune éthique et ont profité du chaos un peu ambiant pour appuyer là où ça faisait mal sur un système d'information pas forcément suffisamment sécurisé et donc bloquer des systèmes entiers et donc empêcher même les hôpitaux d'exercer leur métier et de prendre soin des patients. Il y a eu cette grosse problématique santé. Il y a également eu la problématique pipeline aux USA. Tout à fait. Ça touche tous les secteurs d'activité, tous les pays. Donc voilà, l'histoire du pipeline a fait grand bruit aussi parce que je crois que c'est une société qui fournit l'énergie à, je sais plus, 45% des Américains ou en tout cas de la côte Est. Et il paraît que la société a payé la rançon, on y reviendra, pour débloquer le ransomware, débloquer le virus qui bloquait son système d'information. Donc effectivement, ce genre d'histoire est de plus en plus... Voilà. Petit, parce que là, on parle de gros, mais les plus petits sont concernés, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné et on ne connaît qu'une part
minime des sociétés touchées. En fait, l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est un peu le gendarme de la cybersécurité en France, met en place un certain nombre d'actions, de communication, de formation, de sensibilisation, et aussi oblige ou enjoint les entreprises à manifester, communiquer auprès de l'ANSSI, mais aussi auprès de leurs tiers quand elles ont une attaque. Toutes ne le font pas encore, et du coup, même si le nombre officiel d'attaques recensées par l'ANSSI a explosé l'année dernière, puisqu'on est passé de 54 attaques en 2020 à 192, en 2019 contre 192 en 2020, il y a véritablement une explosion effectivement depuis 2 ans. On imagine que le nombre réel d'entreprises touchées est peut-être 5 fois ou 10 fois plus important. J'en profite parce que c'est rare de pouvoir faire cocorico, mais pour préciser que Innov a cette année eu la labellisation ANSSI, à laquelle vous avez largement contribué aussi en travaillant avec nous via le comité scientifique. C'est une labellisation qui permet de prouver que tout ou partie d'une formation est qualifiée pour enseigner la cybersécurité. Donc, beaucoup travaillé sur ce sujet, donc on est très contents et tous nos campus sont en état de marche sur cette thématique. On va rentrer maintenant sur la partie plus technique qui probablement va intéresser les viewers, ceux qui s'intéressent à des choses que moi je ne comprends pas forcément, mais que vous allez nous expliquer très bien, Rémi. Alors, un ransomware d'un point de vue technique et plus fonctionnel, comment ça se crée, comment ça se diffuse ? En fait, c'est tout simplement un logiciel, quelque chose qui est tout simple, qui est créé par un peu n'importe qui. Donc, il y a plein de tutos sur Internet sur comment créer un ransomware. Finalement, un ransomware, c'est un logiciel qui va se déployer sur un poste et qui ensuite va aller chiffrer les données. Finalement, c'est pas énorme. Ça ne demande pas non plus une technique très, très importante. Il y a beaucoup de frameworks qui existent, type Cobalt Strike par exemple, qui sont utilisés et qui permettent de faciliter la création de ce genre de logiciel. Et donc, la plus grosse difficulté reste à trouver un moyen d'entrée chez la victime. Donc, on va pouvoir exploiter, par exemple, des vulnérabilités qui n'ont pas été patchées. Par exemple, WannaCry, c'est ce que faisait ce malware-là. On va pouvoir exploiter des défauts de configuration chez Windows qui sont très courants. Alors, c'est vrai qu'en général, ça cible beaucoup les ordinateurs sous Windows, mais parce que ça représente plus de 80% du parc informatique. Donc, c'est finalement taper au milieu de la cible pour les attaquants. Une fois que le poste est infecté, il va tenter de se répliquer, donc il va tenter d'accéder finalement à d'autres systèmes qui sont autour de lui, d'élever ses privilèges, donc d'obtenir des droits maximum sur la machine. Il va la chiffrer, et en fait, il va faire ça pareil sur l'ensemble des systèmes auxquels il a accès. Une fois que le malware est en place, il va vraiment tenter d'aller au maximum dans le SI et remonter à un centre de contrôle en disant voilà, je suis à tel endroit, j'ai chiffré. Maintenant, si la victime veut débloquer, ça va lui coûter autant, donc souvent en Bitcoin, pour avoir une monnaie qui est à peu près intraçable. Très bien. Alors, vous avez donc proposé un cas d'école suffisamment riche en enseignements, sans que l'on, évidemment, dévoile l'identité de ce client. Peut-être qu'on peut donner le secteur, néanmoins. Non. Secteur public, oui. C'est toujours marrant avec les gars dans la cybersécu, c'est que malgré tout, on reste toujours dans le secret. Vous avez bien raison. Donc, je vous laisse nous expliquer peut-être et expliquer à ceux qui nous regardent. Ce qui s'est passé, un vendredi matin, je suis arrivé au bureau et Sébastien m'a dit « Rémi, tu fais quoi de ton samedi ?» Rien. C'est un samedi normal, on est en février-mars, donc j'avais pas prévu grand-chose. Il me dit voilà, est-ce que tu peux partir dans cette fameuse entité publique parce qu'ils sont fait avoir par un rançon logiciel et pour l'instant on ne sait pas ce que c'est, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc en fait, chez Advance, on a un CSIRT, donc un centre d'intervention et de réponse contre ce genre d'attaque. Et donc je suis parti avec le CSIRT pour essayer de comprendre ce qui leur était arrivé et de réagir finalement, de les aider pour que le système puisse repartir au plus vite. Quand on arrive dans ce genre d'endroit, donc forcément c'est la panique, c'est la crise parce qu'on ne sait pas forcément ce qui se passe. Et petit à petit, on a des systèmes qui ne répondent plus, qui sont chiffrés. On a des messages qui sont inquiétants et en fait, on n'est pas prêt, tout simplement. Personne n'est prêt à subir ce genre d'attaque. Donc, nous, quand on est arrivé, on a commencé par faire un état des lieux. Qu'est-ce que vous connaissez de votre SI ? À votre avis, par où c'est passé ? Et comment est-ce qu'on peut y remédier ? Ce qu'on leur a demandé aussi, c'était de débrancher les postes
au moins débrancher au niveau réseau pour que ça arrête de se propager. Des fois, on dit de débrancher au niveau électrique. L'avantage, c'est qu'au moins, on est sûr qu'il n'y a plus rien qui passe. L'inconvénient, c'est que si jamais le malware est toujours finalement sur le système, dans la mémoire, si on débranche électriquement, la mémoire s'éteint et on n'a plus rien. Donc, avantage, inconvénient. Nous, on passe des outils donc, qui sont labellisés par l'ANSSI, on récupère un maximum d'informations, ce qu'on appelle des logs, et en fait, moi, je vais me mettre dans la tête de l'attaquant et me dire, voilà, je suis sur cette machine, comment est-ce que j'en prends le contrôle? Donc je regarde un petit peu dans l'historique et je me rends compte qu'il y a des commandes en PowerShell, c'est un peu technique, mais bon, c'est un utilitaire Windows qui permet d'exécuter des commandes sur le système qui est exécuté. Et je regarde un petit peu le morceau de code qui est dedans, et puis je me dis, mais c'est pas normal, aucun programme habituel ou normal n'aurait ce genre de comportement. Et donc petit à petit, en fait, on va essayer de comprendre par où est passé l'attaquant et quelle vulnérabilité il a utilisé, pour ensuite pouvoir remonter le système, mais sans laisser les anciennes vulnérabilités. En parallèle, on va tenter aussi de remonter des sauvegardes. Donc on va espérer que le client ait des sauvegardes, donc qu'il fasse régulièrement un snapshot finalement de l'état de son système. On va regarder si les sauvegardes ont été infectées ou pas. Ça serait dommage de remonter une précédente version qui est elle-même infectée et que ça reparte derrière. Ce qu'on va aussi conseiller aux clients finalement, c'est de ne pas forcément payer la rançon. En fait. Parce qu'à ce moment-là, dans la tête de l'attaquant, c'est flagué comme lui, il paye. Donc, si lui, il paye, cette fois, je lui demande 1 bitcoin, et puis la semaine prochaine, je lui en demande 2, en fait. Et là, c'est parti jusqu'à plus finir. Et donc, voilà, on a aidé les équipes à remonter le SI. Donc, d'abord une machine qu'on isole, puis on s'assure qu'elle va bien, puis 2, puis 3, et puis on commence à remonter un réseau, on commence à remonter des systèmes plus ou moins vitaux ou importants pour que l'entreprise puisse repartir, et ainsi de suite. Et ça dure un bon 2 mois, au moins, avant d'avoir un retour à la normale. Et je pense qu'on a eu de la chance sur les 2 mois. J'ai une petite question de Maxime qui vous demande s'il y a déjà eu, selon vous, un ransomware qui a été aussi puissant que, je ne sais pas si je le prononce bien, WannaCry, récemment? Je pense que oui. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a toujours la face immergée de l'iceberg et puis il y a tout le reste. Maintenant, WannaCry commence à marcher. En fait, ça a exploité une ancienne vulnérabilité Windows, mais qui était connue depuis des années, où Microsoft a alerté tout le monde en disant « mais patchez, mettez à jour ». Mais forcément, personne ne l'a fait. Et un jour, le malware s'est pointé et maintenant, ça a chiffré. Donc je pense que ça a mis quand même un sacré cas de conscience à pas mal de gens. Et ils se sont dit « ok, WannaCry, c'est l'exemple type du rançon logiciel qui a marché ». Je pense qu'il y en aura d'autres, peut-être plus puissants, peut-être plus sophistiqués, parce qu'au final, il n'y avait pas grand-chose techniquement dans WannaCry. Alors, autre question. Combien y a-t-il d'attaques par semaine en moyenne, demande Elliot Emas. Alors, d'attaques par semaine en moyenne, je ne sais pas s'il veut dire chez vous, que vous traitez ou en France. J'ai lu sur Internet, avec toutes les réserves, qu'il y aurait 4000 attaques ransomware par jour dans le monde. Voilà. Est-ce que on peut toutes les répertorier? Encore une fois, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ces attaques ne sont pas forcément remontées, même identifiées tout de suite par les organisations. Parfois, c'est difficile pour une organisation de communiquer sur le fait qu'elle a été attaquée vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses collaborateurs. Ça montre ses vulnérabilités, c'est pas une bonne pub. Maintenant, voilà, encore une fois, personne n'est à l'abri. Donc je ne sais pas si ce chiffre de 4000 par jour est réel, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ça augmente tous les ans. Et Rémi parlait de notre Caesart tout à l'heure chez Advance. Le Caesart, on l'a créé il y a 1 an. On a aujourd'hui 5 personnes qui sont occupées à plein temps partout en France pour répondre à ce type d'incidents et d'attaques. J'en profite pour vous dire que Sébastien et Rémi ont mis un petit peu de littérature pour vous de côté, pour vous aider à comprendre aussi différents enjeux et puis des infographies que nous mettons donc sur le chat de la chaîne, que vous pourrez regarder tranquillement plus tard, sauf si ça vous inspire d'autres questions. Une question pour vous, Sébastien, puisque vous parliez tout à l'heure de l'ANSSI et donc de l'État. Gros volet du plan de relance, c'est la cybersécurité. C'est un des volets.
du plan de relance qui a été annoncé en fin d'année dernière, puisque l'État, effectivement, s'est rendu compte que notamment les collectivités publiques, les hôpitaux, donc les mairies, les agglomérations, les métropoles, les régions manquaient de moyens, en fait, et de maturité aussi sur le sujet de la cybersécurité. Donc, il y a plusieurs centaines de millions d'euros qui ont été débloqués précisément sur le volet cyber, en fait, pour accompagner ces organisations publiques dans déjà un diagnostic de leur niveau de sécurité, pour qu'elles connaissent leurs faiblesses et qu'elles puissent les corriger, les consolider avec le temps. Et donc, voilà, on est amené, un certain nombre de prestataires privés comme Advance, à intervenir aux côtés de l'État, aux côtés de l'ANSSI, auprès de ces collectivités, pour les aider dans la sécurisation de leur système d'information et faire en sorte que si un jour un ransomware arrive, parce que voilà, le 100% sécurité n'existe pas, donc il y a toujours un risque, mais qu'elle soit préparée, qu'elle soit outillée et qu'elle sache s'en sortir du mieux possible. On a plein de questions, je vais vous les poser, puis après on essaiera de voir, même si évidemment, comme vous l'avez dit, le risque zéro n'existe pas, Rémi, si on peut quand même donner quelques clés pour se défendre et se prémunir. Alors attention, c'est parti pour les questions. C'est une langue étrangère pour moi. Alors, il y a Johan Heiter qui vous demande si vous avez essayé de reverse le ransomware pour trouver une faille d'implémentation du chiffrement. On n'a pas eu besoin. On n'a pas eu besoin. Par contre, non, on n'a pas eu besoin. On n'a pas eu besoin. C'est des choses qu'on peut faire. C'est des choses qui existent. On n'a pas eu besoin parce que là, cette fois, les sauvegardes étaient saines et donc on a pu repartir là-dessus. D'accord. Il y a Snyrose qui vous demande si on peut tracer les attaquants ou s'ils sont tous toujours bien unknown. Ils sont de mieux en mieux cachés. Maintenant, ça reste des humains et tout le monde fait des erreurs. Donc finalement, on arrive à retrouver ce qu'on va appeler des marquants qui nous permettent de retracer l'attaquant, de savoir au moins quelle adresse IP est derrière. Et après, soit on arrive à aller plus loin, soit on s'arrête là. En fonction de à quel point l'attaquant a bien fait son travail ou pas. Est-ce que vous avez déjà dû faire face à une situation où un attaquant a utilisé un zéro logon pour s'infiltrer sur le SI? Non, pas à ma connaissance. Nous, on l'utilise parfois en pentest. Donc on sait que ça existe. Maintenant, l'idée pour les entreprises, c'est toujours de mettre à jour, quoi. Zéro logon, ça touche l'AD Windows. Donc mettez à jour tous vos serveurs, quoi. La Poste Cestas, pensez-vous que counter les Congolais dans les cybercafés serait une bonne stratégie afin de limiter les rançons logiciels? Pas tant. Alors ça a été cliché et c'est vrai que on sait qu'il y a eu pas mal de cybercafés, notamment en Afrique, qui étaient peut-être des sources d'attaques, mais c'est plus du phishing. Après aujourd'hui, on est plus face à une professionnalisation de l'attaque, où finalement, c'est presque devenu un métier avec un chef de projet qui dit voilà, la cible cette semaine, c'est telle entreprise, et si tu veux ton chèque, il va falloir que lui, il paye autant derrière. Donc, pas la solution. Dernière question, avez-vous un moyen juridique pour remonter jusqu'aux attaquants et le faire arrêter? Oui, non, c'est l'ANSSI qui s'occupe de ça. Tes plaintes. Et donc les services de l'État, de la gendarmerie, etc. sont de plus en plus pointus sur le sujet. Après, comme le disait Rémi, on remonte très rarement à l'origine de l'attaque et aux auteurs. On peut soupçonner des États, parfois des organisations plus ou moins officielles, mais en tout cas, il faut le dire aux services de renseignement, de gendarmerie, à l'ANSSI, et qu'on puisse essayer de remonter le plus loin possible, mais c'est difficile. Avant de prendre une autre question, donc comment est-ce qu'on se défend, comment est-ce qu'on se prémunit d'un ransomware, Rémi? Un ransomware, ça exploite des vulnérabilités la plupart du temps qui sont connues, donc qui vont profiter de défauts de mise à jour. Donc première chose, faites toutes les mises à jour que vous pouvez. Durcissez la configuration des postes, en fait, parce que l'idée c'est de complexifier au maximum sa progression. Il y a aussi un volet sur l'isolation. C'est pas vraiment normal que, par exemple, le poste de la secrétaire puisse accéder
l'ordinateur qui est dans l'usine de production. Donc il y a déjà un premier volet là-dessus. Et après, mener des campagnes de tests d'intrusion pour voir justement qu'est-ce qui est faisable, quel chemin prendrait un attaquant, quel chemin pourrait prendre un malware. Et la dernière chose que je conseillerais, c'est d'essayer de faire des exercices de gestion de crise parce que finalement, ça ne s'apprend pas, ça ne s'improvise pas. Donc il faut le travailler et il faut être prêt à réagir. Est-ce que j'ai des sauvegardes ? Oui. Est-ce qu'elles sont stockées au bon endroit ? Et est-ce que je sais remonter mes sauvegardes finalement ? Parce que c'est bien beau de les mettre sur une carte, mais si on ne sait pas mettre la carte dans le lecteur, on ne saura jamais rien faire. Il y a Sami Ben Al-Fassi qui vous demande si vous pensez qu'en 2021, l'antivirus est devenu obsolète et si l'XDR deviendra la norme. C'est complémentaire, je dirais. C'est complémentaire. Ils ne font pas exactement les mêmes choses. Il y en a un qui va marcher par signature, il y en a un qui va marcher par comportement. Donc, je ne dirais pas obsolète. Je dirais que l'un va bien avec l'autre. Reda qui vous demande si vous faites en fait chez Advance de l'ALIO. L'ALIO, bon, pour ceux qui ne connaissent pas comme moi, c'est de la lutte informatique offensive. Non. Non. Nous, on attaque les cibles qui nous donnent l'autorisation de les attaquer. On ne fait pas de revenge hacking, on ne fait pas ce genre de choses. Ok. Bon, ça fait plein de questions. Je peux pas les prendre toutes. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de ce plateau. Enfin, vous allez rester avec nous. On se retrouvera à la fin de l'émission. Merci beaucoup à tous les deux. On va rester du côté de l'État. Maintenant, on va découvrir ce que l'on protège au ministère des Armées avec le chef de cabinet de la Direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication. Thibault Luré a répondu à nos questions sur les attributions de sa boutique, comme il dit, donc la DGNUM du ministère des Armées. On regarde Thibault Luré. Merci. Qui est le chef d'orchestre de la transformation numérique au sein du ministère des Armées. Alors, au ministère des Armées, l'écosystème des acteurs du numérique, d'ailleurs, qui doit mener sa propre transformation pour être en capacité de s'adresser et de répondre aux besoins des métiers, est composé d'un vaste ensemble d'acteurs qui sont globalement mis sous la responsabilité de la politique d'ensemble, plutôt à la main de la DGNUM, ma boutique donc, et qui s'assure de veiller à la cohérence d'ensemble d'un point de vue stratégique. Le pendant de la Direction générale du numérique, qui est la DSI Group, c'est le ComCyber, qui est le commandement de la cyberdéfense et qui lui s'assure et qui a la mission de conduire, donc ça veut dire d'assurer au quotidien la cyberdéfense de l'ensemble de cet écosystème numérique qui est composé de plus de 22 000 agents et de plus de 1500 systèmes d'information, et qui sont répartis selon trois gros ensembles. Le SI des armées, celui qui sert à faire la guerre, à donner des ordres, à recevoir du renseignement, etc. Bon. Le SI de l'administration et de la gestion, et le troisième système d'information, ce dont on parle donc quand on parle de SI du ministère, c'est également tout ce qui est système d'armes. Tout ce qui est embarqué, comme je vous le disais, à bord du Rafale, des frégates, des missiles, enfin, voilà, tout ce numérique enfoui. Bon. Cette posture de cyberdéfense, qui est assurée par ce commandement de la cyberdéfense, est composée de civils, de militaires, de réservistes, d'apprentis, qui ont comme mission de veiller à ce que la forteresse numérique du ministère des Armées soit protégée en permanence de toute tentative d'intrusion, de menaces, etc. Voire même de veiller, en parallèle des opérations habituelles, d'une certaine manière, hors champ immatériel, eh bien, d'assurer un soutien par le numérique à ces conflits. Voilà.
Merci à toutes vos questions, posées notamment à Rémi, chez Pentester, chez Advance. On n'a pas pu les prendre toutes. Rémi, qui était également un ancien étudiant d'Innov, promo 2017, si mes souvenirs sont bons. Nous sommes de retour pour ce plateau, ce deuxième plateau, avec Thierry Meyer, qui est donc à ma gauche, et Étienne Ceylan. Bonjour à tous les deux. Nous allons donc, oui c'est vrai, bonsoir. Il est 18h30, on peut dire bonsoir. On va avec vous évoquer comment est-ce qu'on peut se préparer à ces métiers de la cybersécurité. D'abord, quels sont-ils, quelles qualités faut-il avoir, et puis ceci à travers à la fois l'évocation de vos parcours, de vos expériences, et puis également de nombreuses vidéos et témoignages d'étudiants, d'anciens étudiants, de hackathons, puisqu'il faut s'entraîner, comme l'a dit tout à l'heure Rémi. On va commencer avec vous, Thierry Meyer. Vous êtes consultant donc en cybersécurité, vous êtes administrateur au CLUSIR et vous êtes responsable du master cybersécurité d'Innov. Je vais vous poser une première question puisque au titre en fait de responsable du master, vous êtes aussi garant, on va dire, de la cohérence pédagogique de la formation, mais vous êtes là parce que vous avez un vrai parcours d'expert en cybersécurité. Ça a commencé quand, comment? Racontez-nous tout. Alors, donc moi, je dirige un petit cabinet de consultants en cybersécurité à Bordeaux, donc qui porte mon nom, le cabinet Thierry Meyer Consultant. On fait ça depuis une quinzaine d'années, donc on fait essentiellement de la cybersécurité. On intervient sur des prestations d'audit, de tests d'intrusion, analyse forensique, c'est-à-dire réponse à incidents, et puis de la formation également. Donc voilà, on mène tout un tas de prestations pour des clients très variés. Vous avez des entreprises qui sont victimes de cybermalveillance, vous faites de la prévention, mais également, vous êtes là en réponse quand elles sont attaquées. On intervient sur toute la chaîne entre guillemets de la cybersécurité, donc de l'anticipation, la protection et puis la réponse à incident, puisque comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, il y a un risque qu'on peut pas réduire à néant et donc il va forcément se passer quelque chose à un moment donné. Et donc nous on intervient pour accompagner les entreprises victimes d'actes de cybermalveillance également. Et tests d'intrusion, c'est les demandes qui sont les plus fréquentes depuis quelque temps? C'est assez varié, mais vraiment, ce qui semble être très à la mode en ce moment, c'est les tests d'intrusion. Je dirais depuis 3 ans à peu près, on a beaucoup de demandes sur ce thème-là, ouais, effectivement. Quand vous parlez de votre cabinet, de votre cabinet, vous dites on est un labo de consultants. Oui, c'est ça. Donc, on a une typologie d'entreprise qui est assez différente de celle d'Advance. On est assez complémentaires, je pense. Donc, on est plutôt une toute petite entreprise. On est moins de 10 personnes, moins de 5 personnes même. Et on travaille un peu comme un labo. Donc, il y a un peu de passage dans l'entreprise. On passe pas mal de temps à faire de la recherche, à monter en compétences, puisque finalement, il faut tout le temps s'entraîner, tout le temps se former, lire l'actualité. Donc, effectivement, on a des prestations clients et on a notre labo où ça bouillonne un petit peu, quoi. Vous faites de l'aide à la gouvernance également, parce que peut-être aussi, est-ce que c'est lié au fait que vous soyez un administrateur du CLUSIR? Alors, c'est pas directement lié. On fait de la gouvernance également, puisque bon, on a bien compris depuis, quand je dis on, c'est pas nous, mais dans la cybersécurité, on a bien compris depuis plusieurs années que la bonne gestion de la sécurité était aussi importante que les mesures qu'on allait mettre en place. Et donc, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec la suite de normes ISO 27000, donc pour accompagner les entreprises à mettre en place des systèmes de gestion, de management de la sécurité de l'information, avec des analyses de risques, ce genre de choses, quoi. Mais c'est un peu différent du CLUSIR. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, je suis un des administrateurs du CLUSIR Nouvelle-Aquitaine. Donc moi, je suis le trésorier. Le CLUSIR Nouvelle-Aquitaine, donc qui est l'antenne régionale du CLUSIF, où finalement on essaye à travers différents événements, des after-work, des events variés, de faire passer des messages sur la cybersécurité, diffuser de l'information, tenir nos membres informés de l'actualité, ce genre de choses, quoi. Quels sont vos clients? Alors les clients, c'est très varié.
Il n'y a pas tellement. Enfin, à quoi ressemblent-ils? Ils ont tous un point en commun, c'est que ce sont tous des clients professionnels déjà. Donc, on ne travaille pas avec les particuliers. Après, c'est vraiment le grand écart, quoi. Donc, on a des tout petits clients. Et quand je vous dis tout petits clients, ça peut être une entreprise de 2 personnes. Typiquement, on a déjà eu des clients cabinet de kinésithérapie. Et on a des très très gros clients, parfois sensibles, parfois pas sensibles du tout. On a des gros clients, par exemple, dans l'automobile, où on a un client en ce moment, enfin, que ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on travaille avec eux, qui réalisent un gros chiffre d'affaires, hein, c'est de l'ordre de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a eu des clients opérateurs d'importance vitale à une époque, donc c'est très varié, c'est vraiment très très varié. Privé? Essentiellement privé. Les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils n'aiment pas répondre à des appels d'offres, parce que c'est enquiquinant et c'est lourd. Ça. Surtout quand on a quand on a une petite équipe. On n'a pas quelqu'un dédié à ça, quoi. Ça prend du temps de répondre aux appels d'offres et moi je suis conscient de la taille de la structure du cabinet et c'est vrai que malgré les références qu'on a, je pense que c'est un petit peu moins sexy sur une réponse d'appel d'offres d'avoir un petit cabinet qu'une grosse entreprise avec des qualifications qu'on n'a pas encore. Donc on travaille plutôt avec le privé, il y a quelque part une solution de facilité. Et puis c'est surtout que depuis 15 ans, moi j'ai pris l'habitude, alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise habitude, mais pour l'instant ça tourne comme ça, à ce que les clients viennent spontanément. Donc on travaille essentiellement sur recommandation. Ce qui est plutôt bon signe. Alors pour revenir sur votre parcours, parce que c'est intéressant pour les étudiants qui nous regardent et qui sont peut-être en train de se questionner sur leur orientation, même si les choses bougent vite, vous avez quand même, vous, une connaissance de l'actualité de la formation. Quel est votre parcours? Je sais que vous avez fait un bac S, mais vous êtes rentré assez vite dans la vie active. Comment ça s'est passé pour vous? Alors moi j'ai fait, effectivement j'ai obtenu un bac S il y a un petit paquet d'années maintenant. Ensuite j'ai obtenu un doc de physique à l'université de Bordeaux 1. Qui sont nés... Ah oui, ça s'appelle plus comme ça, c'est master. Donc c'est L2 ou non, c'est pas ça. L2. L2, Ouais. voilà. L2. Voilà, donc j'ai dit L2 parce que c'était la fac, donc l'équivalent. Donc, j'ai obtenu ce diplôme à la fac. Ensuite, j'ai été pris en école d'ingénieur, dans une école d'ingénieur qui s'appelle 3IL à Limoges. Et là, j'ai commencé vraiment à me passionner pour la sécurité. Donc, je faisais un peu de reverse engineering dans ma chambre le soir. Je bricolais un petit peu sur la sécurité. Et puis voilà, ça a grossi comme ça. Enfin. Jusqu'au moment en fait où vous êtes rentré en pédagogie. Voilà, alors c'est arrivé un peu plus tard. 2012. 2012 à peu près. En sortant de l'école en 2003, assez rapidement, j'ai créé mon cabinet parce que je voulais rester sur Bordeaux pour des raisons personnelles. Et puis en rencontrant, je fréquentais pas mal certains réseaux et on m'a dit si tu crées ton cabinet, moi je vais te filer du travail, quoi. Et donc j'ai créé ma boîte. Et puis petit à petit en 2005, et petit à petit ça a grossi. Et puis j'ai rencontré Yannick Ney à travers un de ses réseaux notamment, qui est le directeur de Bordeaux Innov. Voilà, qui recherchait un intervenant pour un module sur l'open source avancé à l'époque. Donc j'ai effectué ce petit module, c'est la première fois que j'enseignais, c'est pas mon boulot d'enseigner, moi je suis consultant avant tout. Nous n'avons que des intervenants professionnels, nous n'avons pas de profs. Exactement, oui. On leur apprend et on travaille avec eux sur la question de la pédagogie, mais comme vous le dites très bien, on est beaucoup sur de la pratique. Exactement, oui, tout à fait. Et donc voilà, donc de fil en aiguille, moi j'expliquais aux responsables pédagogiques à l'époque que finalement ma spécialité c'était la cybersécurité et l'année d'après, des modules sont apparus sur la cybersécurité, les infrastructures avec les publics, la cryptographie, ce genre de choses. Et on a monté petit à petit des modules en cybersécurité pour en arriver là aujourd'hui, quoi. Et alors, qu'est-ce qui marche bien pour vous? Peut-être que Étienne, que je représenterai tout à l'heure, qu'est-ce qui marche bien pour vous justement dans la pédagogie? C'est le fait que ça soit très pratique? Alors moi, j'ai l'impression que ce qui plaît aux étudiants, le côté intervenant.
parce que on apporte systématiquement, on met en parallèle systématiquement ce qu'on apprend avec ce qu'on vit au quotidien. Parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas enseignant H24. Et donc ça, je pense que ça plaît bien. C'est vrai que moi, j'ai souvent coutume de commencer les modules comme ça, où je raconte 2-3 affaires sur lesquelles on a travaillé, qui sont un petit peu sexy. Et tout de suite, ça met des flammes dans les yeux, et puis on peut démarrer, et puis c'est parti, quoi. Ils ont quel type de profil, vos étudiants, à part d'être raisonnablement parano, puisqu'il faut quand même avoir un certain état d'esprit pour faire de la cybersécurité, même si évidemment là je caricature, c'était une blague, mais ils ressemblent à quoi vos étudiants en cybersécu? C'est très varié. Alors déjà, on l'évoquera peut-être après, mais malheureusement, ils sont pour majeure partie plutôt masculins. Donc c'est très varié. Je dirais, j'ai 2 grandes familles d'étudiants. J'ai des étudiants qui arrivent dans les modules et qui sont déjà rompus aux techniques de la sécurité parce que ils font des challenges, ils testent des CTF. Enfin, ils ont déjà un bon niveau. Et donc là, moi, finalement, je suis là plutôt pour essayer de cadrer les chiens fous, de mettre une ligne directrice sur toutes ces connaissances. Et puis après, j'ai d'autres étudiants où là, on débute, on n'a pas forcément les codes de la cybersécurité et on apprend. Mais le point commun de tous les étudiants que je rencontre et qui font de la cybersécurité après, c'est la passion pour le domaine, quoi. Clairement, la cybersécurité, c'est vraiment un métier de passion. Et donc, ça demande beaucoup d'investissement personnel, de recherche et tout ça. Donc, tous les étudiants qui ont ce point en commun, c'est la passion de ce travail-là, quoi. Et le jeune homme qui est à ma droite, vous le qualifieriez de, c'est dur à dire ça, de chien fou, au-delà du fait qu'il est brillant? Ah ben, il est brillant, c'est sûr. Étienne Ceylan, qui est donc en master à Innov en cybersécu et qui est également alternant chez VP. Quel est votre titre exact, Étienne? Alors, je suis ingénieur sécurité en alternance, donc dans l'équipe IT Security du groupe VP. Donc plus spécifiquement dans la partie audit technique, qui comporte plusieurs missions, qui vont de la découverte des vulnérabilités, donc soit via des audits internes qu'on va mener nous-mêmes en partant de scans, ou même maintenant avec des techniques un peu plus avancées, où on va aller directement essayer de s'introduire dans les locaux pour essayer de couvrir le maximum de périmètre qui peut être vulnérable à un attaquant. Mais aussi bien avec des audits qu'on va commander à des entreprises externes, ou encore maintenant avec un bug bounty qu'on a ouvert pour VP, où des chercheurs indépendants vont pouvoir nous remonter des vulnérabilités et être rémunérés pour ça. Une fois qu'on a une connaissance de vulnérabilité, on va travailler sur comment la fixer, donc avec les équipes qui ont mis en place les services concernés, et on va effectuer de la pédagogie en interne pour essayer de sensibiliser l'ensemble du groupe sur la question de la sécurité. Et en même temps, on va essayer aussi d'automatiser un maximum de choses pour pouvoir vérifier régulièrement qu'on n'est pas vulnérable à une vulnérabilité qu'on a déjà rencontrée, pour se tester au quotidien, essayer de mettre en place des outils. On va aussi accompagner le SOC. Donc le SOC, c'est Security Operations Center, qui gère justement toutes ces alertes automatisées pour essayer de les qualifier et de savoir si elles présentent un risque ou pas, les comportements suspects en interne, etc. Et on va les accompagner pour essayer de développer des sondes ou un maximum de remontée d'informations pour détecter ces comportements suspects ou ces vulnérabilités qui ne demandent qu'à être patchées. Je sais que vous faites partie de ceux et celles qui s'entraînent, qui cherchent, qui se documentent, mais il y a également des challenges, des hackathons qui permettent de se faire la main. Alors, je vous propose de découvrir ce que les étudiants d'Innov peuvent faire quand ils sont en action. Et je laisserai peut-être Étienne faire un commentaire après sur cette vidéo, puisque dans le challenge que vous allez découvrir, je crois bien qu'il en fait partie, même s'il était un tout petit peu plus jeune. C'était l'année dernière. C'était le hackathon Capture the Flag. On regarde.
Bonjour, nous sommes 4 étudiants du laboratoire sécurité informatique de Innov Bordeaux. Aujourd'hui, nous sommes au CTF organisé par le département, donc ce Capture the Flag. L'objectif de l'exercice était de nous faire nous introduire dans un réseau qui ressemble très fortement à un réseau d'une mairie. Et donc le but, c'était de faire vraiment des choses qui soient réalistes et qui ont déjà été rencontrées par des experts en sécurité sur le terrain et qui donc vraiment représentent la réalité. Et le but, c'est de trouver des flags, des espèces de mots de passe qui nous permettent de gagner des points. L'équipe ayant le plus de points gagne l'événement. Alors les compétences qu'on a dû développer pour participer et pouvoir réussir ce CTF, c'est quand même pas mal d'organisation parce qu'on se répartit chacune des tâches, on peut faire confiance chacun à l'autre en sachant que l'un va pouvoir faire ceci, l'autre va pouvoir faire cela. C'est beaucoup de recherche également. Il faut connaître les compétences de chacun. On en découvre aussi plein de CTF, Il y avait des tools qu'on n'a pas forcément utilisés au quotidien. On les apprend sur le tas, on apprend à les utiliser et ça c'est pas mal intéressant. Nous, quand on a discuté du CTF avec par exemple ceux qui l'avaient fait, ils nous ont dit que c'était assez facile et au final, contre toute attente, c'était pas si facile que ça et c'est ça qui était intéressant parce que on a dû faire pas mal de recherches et encore une fois, c'était bien compliqué. Il y a eu pas mal de soucis techniques aussi mais c'était vraiment pas mal, c'était cool. Oui aussi, ça nous a permis de vraiment mettre du concret derrière ce qu'on a vu en cours. Le fait que ce CTF soit réaliste a été un gros plus. Les objectifs de la journée, c'était bien de gagner, simplement. Bon, on a quand même une belle récompense, on finit 3ème, donc c'est cool. On a appris plein de choses, on a rencontré des gens, on a discuté, donc non, on a passé une bonne journée et au final, c'est ce qui compte. Étienne, vous y étiez? C'était bien? On apprend quoi? C'était très intéressant. C'est vrai qu'on essaye de se challenger au quotidien avec d'autres étudiants. On a formé une équipe au sein d'Innov pour participer à tous ces événements qui sont organisés par des entreprises, par des collectivités comme la Gironde, où on va essayer de se challenger avec d'autres écoles, voire même des entreprises professionnelles avec lesquelles on essaye de rivaliser, pour essayer de trouver un maximum de vulnérabilité la plupart du temps sur une infrastructure, avec des notions qui sont souvent assez méconnues, ce qui nous permet d'apprendre beaucoup. C'est-à-dire que même quand on ne parvient pas sur le moment à réussir à exploiter telle ou telle faille, après avec les résultats qu'on peut observer, ça nous permet d'apprendre beaucoup et d'évoluer et d'essayer de monter petit à petit sur les classements au fil des événements. J'ai 2 questions pour vous, Étienne. La première, c'est combien d'alertes reçoit chaque jour le SOC VP? C'est Preda qui nous pose la question. Alors, donner une statistique comme ça ne serait pas très pertinent, puisqu'on récolte énormément d'informations, que ce soit interne ou externe, ou via des prestataires sur ce qu'on appelle la veille technologique en sécurité. Et ça va être très hétérogène. C'est-à-dire que parfois, vous allez avoir des journées plutôt calmes, mais si vous êtes la cible d'un scan externe d'une entité malveillante, tout de suite, vous allez avoir beaucoup d'alertes. Et toutes les alertes ne se valent pas. Vous allez avoir des comportements qui ont été détectés mais qui ne sont pas forcément plus suspects que ça, et d'autres qui peuvent parfois être discrets mais qui amènent à la vigilance. C'est pour ça que le SOC est là pour qualifier justement toutes ces alertes et essayer de remonter uniquement celles qui peuvent présenter un risque. Question pour vous, et après j'en ai également une pour vous, il n'y aura pas de jaloux. Une question de Maxime. Pour Étienne, est-ce que vous préférez la Red Team ou la Blue Team? Alors c'est complémentaire, justement, à VP particulièrement, on essaie de travailler ensemble, c'est-à-dire que des fois on va se challenger sans se communiquer. Nous, au niveau de la Red Team, on va lancer des attaques de manière aléatoire, sans prévenir personne, et ensuite on va observer la Blue Team réagir, et après on va faire une mise en commun où on va pouvoir voir ce qui a été correctement détecté, ce qui demande un peu plus de vigilance, et ensuite améliorer notre infrastructure de détection automatique et nos process de détection pour pouvoir être encore plus efficaces. Je n'arrive pas à lire le nom, mais qui te demande, Étienne, combien est-ce que tu as de points sur RootMe et sur Hack the Box? Je suis plus sur RootMe que sur Hack the Box. Sur RootMe, je ne sais plus, j'ai dû passer 2000 ou 3000, je ne sais plus trop.
En tout cas, c'est la star de la journée, ça n'arrête pas les questions. Guillaume qui vous demande pourquoi ne pas utiliser une IA ou un simple logiciel pour checker s'il y a des modifs de chiffrement sur un PC, puisqu'aucun logiciel normal ne va chiffrer un logiciel 100% infaillible. Alors, effectivement, on pourrait imaginer mettre en place un outil de détection d'intrusion qui serait basé sur une IA ou pas, mais en tout cas, on pourrait avoir un outil de détection d'intrusion qui nous dirait attention, il y a des fichiers qui sont en cours de chiffrement. Le problème, c'est que à partir du moment où c'est en cours de chiffrement, de toute façon, le mal est fait, quoi. Donc, ça existe. Il y a plein d'outils de détection d'intrusion qui vont faire du contrôle d'intégrité sur le système de fichiers. Ce n'est pas forcément facile à mettre en place sur des postes de travail et des serveurs de façon efficace, parce que sur un système, il y a plein de fichiers qui bougent en permanence. Donc ça suppose une logistique un peu complexe, mais ça se fait. Hein. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure parade contre le ransomware. De toute façon, quand un système de fichiers est chiffré, on n'a pas besoin d'outils de détection d'intrusion. L'utilisateur il se rend vite compte qu'il n'a plus accès à rien. Donc, Question peut-être à tous les deux. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre quotidien professionnel ? Moi, personnellement, ça va être plus tout ce qui est mise en place de l'infrastructure, architecture donc de nos outils de détection et de simulation, là-dessus, on va capitaliser techniquement pour essayer d'atteindre une certaine maturité et être tout simplement performant dans nos détections. Et évidemment, on n'est jamais à 100% prêt, donc c'est sans fin, on continuera de s'améliorer. J'ai l'impression que vous êtes quand même très en front avec les clients dans votre quotidien, ou est-ce qu'il y a, parce que ça peut peut-être un peu insécuriser les étudiants, futurs apprentis qui nous regardent. Thierry, par exemple, vous avez des apprentis, est-ce qu'ils sont en front avec les clients? Comment ça se passe? Alors non, moi, pour le moment, j'ai l'habitude de ne pas positionner les stagiaires ou les apprentis en contact direct avec le client. Pour plein de raisons, ils ne sont pas forcément complètement prêts, c'est des prestats qui peuvent être assez courtes, il y a l'image du cabinet qui est en jeu, mine de rien. Donc il y a, en dehors de la technique, il y a tout un tas d'autres compétences que les étudiants doivent acquérir. Donc moi, les étudiants, ils sont plutôt en appui. On parlait du labo tout à l'heure, ils travaillent dans le labo sur des sujets de recherche dont j'ai besoin à court, moyen ou long terme. Ou en appui de missions que je pratique. Par exemple, j'avais un étudiant d'Innov en stage l'an dernier qui m'a accompagné. On est parti, je crois que c'était à Orléans, quelques jours sur un test d'intrusion. Donc il a fait les tests d'intrusion avec moi. Donc je lui ai donné des tâches complémentaires, des scripts à développer pour l'occasion, recouper des informations, ce genre de choses. Donc plutôt en appui qu'en frontal, quoi. Il y a un de vos anciens étudiants, un de nos anciens étudiants à Innov, qui aujourd'hui est auditeur en cybersécurité. Et je crois que Étienne, vous le connaissez aussi. Et nous sommes allés lui poser quelques questions sur son métier, sur ses passions. Interview de Thibaut Denuc. J'aime bien le dev, le réseau, j'aime bien tout en fait dans l'informatique. Mais ce qui relie vraiment tout au final, c'est la cybersécurité. Et contrairement à pas mal de branches de l'informatique, c'est une branche qui évolue constamment. Il faut tout le temps être sur les dernières choses qui sont sorties, sur les derniers frameworks. Il faut aller lire des livres tout le temps. Enfin, c'est la chose qui me passionne, c'est trifouiller, trouver des problématiques et essayer de trouver un endroit et de voir un petit peu différemment les choses pour essayer d'exploiter quelque chose. Contrairement à ce que j'ai fait en tant qu'étudiant, donc les CTF, les compétitions, l'amusement avec les amis,
L'auditeur, c'est plus de contraintes, mais c'est tout aussi bien. Il y a la partie rapport qui est hyper importante, la partie client, le relationnel qui va être aussi très important. Et il faut être structuré dans son travail. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par faire une analyse de l'infrastructure qu'il y a derrière. Donc, ça peut être un audit mobile, applicatif, système, ça peut être plein de types d'audits différents. Mais il faut être structuré, il faut penser qu'il faut rendre son rapport à la fin de la semaine en général. Et donc, en général, on va passer 4 jours sur l'audit en essayant de trouver le maximum de vulnérabilités, de les remonter. Et ensuite, on va passer une demi-journée à une journée entière sur le rapport suivant la quantité de données à écrire. Le temps de correction des vulnérabilités, ça peut paraître drôle comme ça, mais c'est une vraie réalité. Une fois qu'on a rendu notre rapport, dans lequel il va y avoir peut-être une comme des dizaines de vulnérabilités potentiellement critiques, le temps de correction est vraiment souvent, pas tout le temps, ça dépend des entreprises. Les gros groupes, en général, ils corrigent très vite, mais les PME et les entreprises entre les PME et les très grandes entreprises mettent beaucoup de temps à corriger leur vulnérabilité. Ce qui laisse un vecteur d'attaque supplémentaire pour un pirate, puisque ça lui laisse beaucoup de temps entre le temps qu'un auditeur a donné son rapport et le temps de correction qu'a mise l'entreprise. Ça m'intrigue beaucoup sur l'idée plus tard de quand il n'y aura que des voitures automatisées. Par exemple, c'est pas que ce vecteur-là sur les IA, mais en tout cas, par exemple, pour les voitures, dans l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on laisse vraiment échapper le libre arbitre humain pour laisser la machine faire? Donc, potentiellement, est-ce que si on sait qu'il y a 0,001% de probabilité qu'un humain meure aléatoirement, est-ce que c'est mieux que de se dire qu'un être humain meurt par sa faute parce qu'il a trop bu en voiture, ou etc. Thibaut Denuc nous parle de sa passion pour la cybersécurité et notamment parce que c'est un milieu qui est en perpétuelle évolution. Thierry Meyer, et vous, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Alors moi, ce que j'aime le plus, clairement, c'est, comme vous le dites, c'est un métier de passion. Donc c'est le fait d'apprendre sans cesse de nouvelles choses, quoi. Même après 15 ans, je dis 15 ans, en fait c'est un peu plus, mais c'est pour me rajeunir, mais même après toutes ces années, finalement, on apprend toujours des choses, quoi. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc c'est vraiment un métier de passion. Et dans les fantasmes qu'on peut avoir, vous allez peut-être faire le tri dans tout ça. Quand on est extérieur, on se dit, on ne pense pas d'ailleurs, par exemple, que c'est un métier où il faut de la créativité. Or, on sait maintenant qu'il faut avoir de la créativité. On pense beaucoup plus à la rigueur, par exemple. Vous, c'est quelque chose que vous aimez, le fait que ce soit propre, que ça soit sécure? Oui, c'est vrai que c'est quand même un métier. Alors, je dis un métier, mais en fait, il y a plusieurs métiers, mais il y a des constantes dans ce qu'on va retrouver. Ce sont des métiers où finalement, il faut être rigoureux. Très clairement, faire de la sécurité, c'est quelque part, c'est faire de la qualité, simplement, hein. Quand on intervient pour renforcer des configurations, concevoir des architectures réseau, corriger du code applicatif, ben, en fait, on ne fait rien de plus que ce que finalement les développeurs, les administrateurs réseau, les administrateurs système auraient fait s'ils avaient su qu'il fallait faire les choses correctement comme ça ou s'ils avaient eu le temps de le faire. Donc en fait, il faut être très rigoureux. Pour les fantasmes, moi souvent, les étudiants, c'est vrai que quand ils démarrent dans la sécurité, tout de suite ils veulent faire de l'offensif, du test d'intrusion, parce que c'est très sexy de casser des systèmes. Alors, ils ont de la chance parce qu'on est dans une période où c'est très à la mode, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses, hein. Quand on parlait de rigueur, il y a pas mal de rédactionnel aussi, mine de rien. Enfin, en tout cas, dans notre métier de consultant, la rédaction, elle a une part très importante. Donc voilà, c'est très varié. Et il y a des métiers qui sont techniques, des métiers, quand on est un peu plus senior, qui sont autour de la gouvernance. C'est vraiment, c'est très ouvert. Ce sont des études qui préparent. Très très variés. Voilà, aujourd'hui, quand on dit je travaille dans la cybersécurité, c'est vaste. Voilà. On pourrait être effectivement pentester, on peut faire du conseil, on peut faire de l'audit classique, on peut
accompagner les clients, faire de la gouvernance. Donc la gouvernance, c'est-à-dire de la gestion organisationnelle, je dirais, de la sécurité. Donc c'est vraiment très, très varié, quoi. Il y a à Innov un dispositif qui est super puissant, qui est très inspirant, que nos étudiants adorent. C'est le labo cybersécurité qui a lieu les mercredis à Innov. Et on m'a dit que l'année dernière, le directeur de ce labo, c'était vous, Étienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'on y fait, ce que vous y avez fait, ce que vous y avez appris et pourquoi c'est chouette? Alors c'est super, c'est donc un Way Days qu'on a repris avec Anthony Domingue, puisque nous, on en avait nous-mêmes bénéficié dans nos premières années, qui était mené par maintenant des anciens étudiants d'Innov. Donc nous, on l'a tout naturellement repris pour essayer de partager les compétences que nous avions déjà acquises, et à travers donc un format un petit peu différent des cours, sur lequel on a une totale liberté. Donc on peut aussi bien présenter des sujets qui nous tiennent à cœur ou qu'on trouve intéressants, mais aussi bien challenger les étudiants, d'organiser des petits concours. On leur a créé des challenges sur mesure pour essayer de les intéresser tout simplement et de partager. Et en même temps, de permettre de leur expliquer réellement le domaine de la cybersécurité avec les connaissances qu'on avait acquises. Puisque dans les premières années, certains étudiants ne savent pas exactement vers quoi ils veulent se spécialiser. Et certains ne savent pas vraiment ce qu'est la cybersécurité. Donc, on va leur amener tout simplement des petits éléments en essayant que ça reste le plus fun possible pour essayer de partager notre passion. Vous aviez des filles dans le labo cybersécu? Malheureusement, il y en avait quelques-unes, mais il n'y en avait pas beaucoup, mais ça se développe de plus en plus. Le domaine de la sécurité en plein boom, et aussi bien masculin que féminin. Vous êtes bien enthousiaste. Ça se développe, on reste quand même. On rame beaucoup pour arriver à trouver des femmes en cybersécu, que ce soit d'ailleurs appel à témoins, mesdames, on a aussi besoin de femmes pour donner des cours, pour intervenir, parce que ça fait partie aussi des choses qui vont inspirer les jeunes filles. Je crois qu'on est à 1% de femmes dans la cybersécu, donc ça avance, mais quand même pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Nous avons une jeune fille, Étoile, qui est en master développement logiciel mobile IoT chez Innov et qui fait de la cybersécu. On lui a posé quelques questions, on l'écoute, et puis après, Étienne, vous nous ferez un petit commentaire pour savoir s'il faut plus de femmes ou si ça suffit. Bonjour, je m'appelle Étoile Gallet, j'ai 24 ans et je suis actuellement en formation en alternance chez Innov Informatique en Master 2 en développement logiciel et mobile. Et donc je suis en alternance à l'armée dans un service qui s'appelle la DIRISI, qui s'occupe de toute l'infrastructure informatique de l'armée. Parce que je suis curieuse de plein de sujets en informatique, j'ai commencé par m'intéresser au web, puis au développement mobile, et ensuite à la cybersécurité. Donc j'ai voulu changer un peu de sujet d'études par rapport à ce que je fais en cours, et c'est pour ça que j'ai choisi une alternance en cybersécurité. Alors je m'occupe de sensibiliser les unités du ministère des Armées à la cybersécurité. Donc c'est un public pas forcément très initié à ce domaine. C'est souvent des personnes, des secrétaires, des cuisiniers, etc. qui sont susceptibles d'être victimes de cyberattaques. Et bien ces personnes-là, on se charge de leur faire de la prévention. J'aime bien le dialogue avec les unités qu'on rencontre lors de notre déplacement et de nos conférences. Ça permet de beaucoup échanger avec eux parce qu'ils ne sont pas forcément du milieu technique. Ils voient un petit peu la cybersécurité comme quelque chose un milieu un petit peu lointain et parfois un peu barbare, quoi. Donc c'est intéressant de démystifier un petit peu tout ça et puis de voir que finalement on peut éveiller leur curiosité et faire s'intéresser au sujet malgré tout. Il y a peu de femmes dans le milieu de l'informatique car on n'est pas initié assez tôt à l'informatique, notamment dans les filières du lycée général.
On parle beaucoup des voies scientifiques telles que médecine, telles que chimie, etc. Mais finalement, l'informatique est assez peu valorisée au lycée. Ça pourrait changer en initiant au plus tôt les jeunes à l'informatique, en éveillant leur curiosité par exemple pour l'algorithmie et valoriser un petit peu plus les filières telles que les bacs technologiques et ajouter un peu d'informatique dès le lycée. Thierry Meyer, responsable du master cybersécurité à Innov. Les filles, vous les appelez de vos voeux? Oui, Vous attendez? on leur tend les bras. En tout cas, c'est un métier qui n'est pas du tout destiné qu'aux hommes, hein, clairement. C'est un métier extrêmement intéressant. Et donc, les femmes ont toute leur place dans les écoles et dans ces métiers après, très clairement. Ouais. Et vos collègues masculins seront fort heureux dans les promotions de pouvoir accueillir quelques jeunes filles pour la mixité. Et nous, véritablement, les yeux dans les yeux, vous aurez un accueil particulier si vous venez dans les filières techniques à Innov, parce que les femmes, on les coucoune et on pense que c'est important cette mixité dans la vie professionnelle. Une avant-dernière question pour vous, Étienne Ceylan. Depuis novembre 2019, vous êtes président de l'association Protection. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une association que nous avons créée avec Louis-Armand Wilfard. Le but était de servir de support à un de nos projets notamment. Nous sommes en train de concevoir un casse-tête orienté cybersécurité, mais pas que. Puisque c'est vrai qu'on n'a pas trouvé dans le commerce actuellement un casse-tête, on va dire, électronique, informatique qui nous intéressait. Donc, on a décidé de le créer. Donc, ça prend la forme d'un objet physique. Donc, on a déjà développé un prototype et essayer donc de débloquer ce casse-tête à travers différentes épreuves modulables, que ce soit sur les bases de l'électronique, sur le développement, le réseau et la cybersécurité. Et sur ce projet-là, on va essayer de se concentrer sur les finitions. C'est vrai que beaucoup de projets, quand on est étudiant, s'arrêtent au stade de proof of concept. Et sur ce projet-là, on va essayer de le rendre jusqu'à la commercialisation. Donc se concentrer sur ces 5 derniers pourcents qui sont parfois très difficiles à atteindre. Et on espère, dans le courant de l'année, avoir un premier lancement. Nous arrivons à la fin de cette émission. On la consacre en général à l'alternance. L'alternance avec un petit conseil donné par notre invité, c'est-à-dire finalement le petit tip que vous pourriez donner à nos viewers pour réussir à décrocher une alternance. Thierry Meyer, selon vous, quel serait le bon conseil du jour ? Alors, le bon conseil, moi je pense que la cybersécurité, pour trouver un stage, trouver une alternance, ce qui est pas mal, c'est de graviter dans le milieu, quoi. Donc, il faut se faire voir quelque part, alors, dans les limites de la légalité, bien évidemment, mais il faut se faire voir, donc aller aux conférences, faire des challenges. On a évoqué RootMe tout à l'heure, effectivement. Avoir des pratiques sur RootMe, un certain score, ça peut donner déjà une idée de votre appétence sur le sujet. Et puis voilà, aller à des conférences, rencontrer des gens. Moi, je connais plein de monde qui ont trouvé un travail ou un stage ou une alternance en discutant autour d'une bière après une conférence sécu. C'est très fréquent, quoi. Donc il faut être dans les milieux, il faut être dans les associations, il faut aller aux conférences, aux événements, et puis vous allez rencontrer des gens qui sont aussi passionnés que vous, et puis qui sont très sympas en général, hein. C'est assez convivial, et qui vont probablement vous donner une carte de visite ou vous donner des noms, et puis ça va dérouler comme ça, quoi. Il faut quand même savoir que 80% des offres d'emploi à peu près à la grosse louche sont souterraines en France. Donc le réseau, c'est hyper important. Et nous, à Innov, on a un outil hyper puissant qu'on a fait développer, un outil maison qui s'appelle YMatch. Vous allez voir quelques images qui vont défiler pendant que je parle, mais c'est juste pour vous dire qu'on a trouvé la bonne idée de faire matcher les compétences avec les compétences attendues des entreprises avec les compétences des étudiants sur leur CV. Donc ça s'appelle YMatch et ça fonctionne vraiment très bien pour nos étudiants et pour nos entreprises partenaires, parce qu'en effet, quoi de mieux que de faire matcher les attentes et les besoins, en plus évidemment de cet écosystème que vous appelez de vos voeux. Nous avons été très heureux
de vous accueillir pendant cette heure pour parler cybersécurité avec nos experts. Je vais demander à toute l'équipe de venir me rejoindre masqué, je descends. Pour vous dire au revoir, parce que c'est tout un travail d'équipe évidemment, avec l'équipe d'Advance qui est venue avec nous, avec la régie, allez venez vite, on va faire un grand au revoir, avec Yannick, avec Alexandre, la direction d'Innov, avec Christine à la com, avec Caro et son gros ventre qui est enceinte, bref, il y a tout le monde, et ben oui, quand même, c'est ça aussi. Au revoir à tous, merci infiniment d'avoir été avec nous et puis on espère que vous ferez une bonne et puis surtout restez sécures. Hein. À bientôt, au revoir.